Juste pour être sûr, vous savez comment c'est important pour les gens de bien comprendre le niveau des études qui sont produites et faire une certaine distinction entre les évaluations environnementales stratégiques et les évaluations environnementales reliées à un projet. Si je disais, là, au fond, les études qui ont été publiées, elles vont servir à faire un tour d'horizon des connaissances et permettre au gouvernement de dire, si on va de l'avant, voici des éléments qui pourraient constituer des conditions pour aller de l'avant. Et dans le cas d'Anticosti, on est allé un petit peu plus loin. Est-ce que je me trompe? Non. Bon. Alors, voilà. Alors, merci beaucoup. On va passer maintenant à notre premier bloc d'enjeux. Mme Tremblay le disait tout à l'heure, l'expert, la personne de ressources qui va faire la présentation, M. Bouchard, voulez-vous avancer, s'il vous plaît? Et M. Michel Bouchard. Et Mme Tremblay a eu l'occasion de vous le présenter. Moi, j'ajouterai quelques petites choses. M. Bouchard est un expert international en gestion environnementale, en évaluation et en politique environnementale. C'est un spécialiste des évaluations environnementales stratégiques appliquées à l'industrie minière. Sa présentation va porter sur plusieurs éléments des enjeux environnementaux. Et donc, je le laisse aller, je lui cède immédiatement la parole. Il est accompagné de Mme Ariane Plourde. Mme Plourde est ici aussi avec M. Bouchard. Elle est spécialiste du milieu marin. M. Bouchard. Merci, Mme Roy. Monsieur, Madame les sous-ministres, bonjour tout le monde. Je ne sais pas comment faire avancer la première diapo. Ça commence pas bien. OK, voilà. Alors, merci d'avoir souligné qu'effectivement, je suis seul au Lutrin, mais en réalité, nous sommes deux experts sur le chantier environnement. J'ai été assigné au milieu terrestre. On m'a confiné au continent parce que Mme Plourde a une compétence avérée dans le milieu marin. Alors, c'est Mme Plourde et moi-même qui faisons la présentation. Je signale aussi que le coordonnateur de chantier, M. Gambazo, est avec nous. C'est lui qui est en contact avec tous les chercheurs et puis qui s'est tapé les éditions, les corrections de tous les travaux qui ont été commandés. Alors, le chantier environnement, c'est un chantier, on le présente au début. Je ne sais pas si c'est un hasard, c'est pas l'ordre alphabétique, je pense pas. C'est un chantier important. Vous allez voir aussi que c'est le chantier qui a mobilisé le plus grand nombre d'études supplémentaires. Et il visait, comme le soulignait Mme Roy, à un niveau stratégique, c'est-à-dire de cerner les impacts potentiels, probables, que la mise en valeur des hydrocarbures pouvait avoir sur l'environnement. Évidemment, puisqu'on a un chantier société, on parle surtout d'environnement bio et géophysique ici, et d'établir les possibilités de concevoir éventuellement des mesures de mitigation. En gros, si on va avec les hydrocarbures sur Anticosti ou à l'ensemble du Québec, est-ce que ça a des impacts sur l'environnement? Ne répondez pas, mais c'est clair que c'est oui. Est-ce qu'on est capable de vivre avec? Est-ce qu'on est capable de les mitiger, de les atténuer? Ou en tout cas d'en mesurer la grandeur et l'amplitude. Alors, ça a déjà été dit, évidemment, on s'est appuyé sur un bilan de connaissances. Il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait par les travaux du BAP, par les évaluations environnementales stratégiques précédentes, à la fois dans le milieu marin ainsi que dans le milieu terrestre. Mais il a été convenu quand même, surtout après la séance de consultation des groupes environnementaux en janvier dernier, qui avait lieu d'ajouter plusieurs études. Alors, sur les 64 études qui ont été commandées, vous savez, il y en a plus que la moitié qui concernent le chantier environnement. 35 études. De ces 35, plus d'une vingtaine sont complétées à ce jour. Sur les 35 qui ont été commandées pour le chantier environnement,
22, je crois, ou 23 portent sur Anticosti. Le restant, c'est compléter les informations sur la filière hydrocarbures en général. Déjà là, ça vous dit que c'est Anticosti qu'on a davantage ciblé parce que c'est là qu'est le besoin le plus élevé d'acquérir des connaissances supplémentaires sur les effets environnementaux possibles. À propos d'Anticosti, d'entrée de jeu, il faut savoir que 36% de la superficie d'Anticosti est territoire protégé, parc, aire protégée, avec un statut protégé par la loi, un statut reconnu par la législation provinciale. Le restant, évidemment, 64%, dans son entièreté, doit faire l'objet d'autorisation avant de procéder à quelconque projet, soit parce qu'il s'agit de refuges d'oiseaux migrateurs, d'aires de nidification, de milieux humides, pour lesquels une réglementation exige une autorisation préalable. C'est-à-dire qu'Anticosti est déjà en grande partie protégé par la législation québécoise en termes d'activité. Évidemment, ça ne nous dit pas les impacts et puis comment les mitiger, mais on a au moins un degré de protection élémentaire par la loi de la protection du territoire ou le statut des aires protégées. Alors, en rouge ici, là, c'est les aires protégées à statut ferme, c'est-à-dire que, bon, on ne peut pas rien y faire. Vous avez le grand parc au centre de l'île et tout le reste. Vous voyez, du côté est de l'île, vous avez une profusion de milieux humides dans lesquels une intervention doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Et ailleurs, vous avez des aires, des habitats fauniques pour lesquels une intervention ou tout projet doit également faire l'objet d'une autorisation préalable. Bon, le chantier environnement, ces 35 études, nous avons ciblé en particulier 5 enjeux, ce qui est typique d'une démarche stratégique. C'est-à-dire, évidemment, on s'est posé les mêmes questions que vous vous posez. Quel sera l'effet sur les émissions de gaz à effet de serre? Est-ce qu'il y aura des impacts et quelles seraient les mesures de protection de la ressource en eau? Y aura-t-il des impacts et y aurait-il des mesures de protection de la nature et de la biodiversité ou de la diversité biologique, en particulier, évidemment, sur Anticosti? Peut-on anticiper la nature des nuisances et le degré de contrôle de ces nuisances sonores et ainsi de suite, ainsi que les risques induits, ce qui inclut la sismicité induite? Et, enfin, qu'en est-il du contrôle des contaminations accidentelles en cas de déversement majeur, moi j'ajouterais même mineur, en cas de déversement point? Il s'agit du contrôle des contaminations, mais aussi de la nature des contaminations et le degré avec lequel on peut intervenir ou ne pas intervenir, mais espérer une remédiation en cas de déversement. C'est assez inégal, la distribution des études. Vous allez voir l'importance relative, ça se reflète dans, si vous voulez, la distribution des études supplémentaires qui ont été commandées. Évidemment, il y en a une qui est le portrait d'un projet type. Et là, on avait déjà celle pour le milieu marin avec les études qui ont été faites préalablement. Sur le milieu terrestre, bien, on n'a que les grandes lignes. On n'a pas pu établir un projet typique dans tous ses détails, mais dans ses grandes lignes, bien sûr. On a 2 études qui ont porté sur le contrôle des émissions de gaz à effet de serre, 6 études sur la ressource en eau, excusez-moi, 6 sur la protection de la biodiversité et de la nature, 5 sur les nuisances et 15 sur les contaminations et le contrôle des déversements accidentels, majeurs ou mineurs. C'est dire l'importance qui a été accordée à cet aspect. Alors, pour chacun de ces enjeux, on va revoir un peu les études qui ont été commandées et un peu les grandes conclusions de chacun. Donc, sur les gaz à effet de serre, il y a une étude de la première et l'évaluation préliminaire des gaz à effet de serre de l'exploitation d'hydrocarbures en Anticosti.
Bon, ça dit ce que ça dit. Il n'y a rien comme un titre pour décrire le contenu d'une étude quand il y a adéquation entre les deux. Alors, une étude plus générale sur l'estimation des différents bassins géologiques du Québec. Alors, pour ce qui est des émissions à Anticosti, il est bon de rappeler l'objectif gouvernemental qui vient d'être énoncé, c'est-à-dire de limiter à 68 millions de tonnes en équivalent CO2 d'ici 2020, ce qui représenterait 20 de diminution par rapport au niveau de 1990. Objectif fort louable qui a été, je crois, bien accueilli par la majorité des groupes. Bon, Anticosti. Nonobstant plusieurs incertitudes, à la fois sur la quantité de la ressource, sur sa méthode d'exploitation, le rapport gaz versus pétrole, la modalité, est-ce qu'on va torcher les gaz, est-ce qu'on va les transporter, est-ce qu'on va les liquéfier. Alors, nonobstant ces incertitudes, le Bureau des changements climatiques du gouvernement du Québec estime à 1,4 million de tonnes en équivalent CO2 la production annuelle qui serait liée à l'exploitation Anticosti selon les mesures à l'état actuel de ce qu'on connaît de la ressource. Il représenterait une augmentation de 2% par rapport à l'objectif de 68 millions d'ici 2020. Cependant, dans tous les scénarios, il n'y aura pas d'exploitation avant 2020, de sorte que ce calcul est parfaitement théorique. Alors, mais il donne néanmoins un ordre de grandeur qui dit que dans les cibles futures, après 2020, le gouvernement devrait tenir compte d'une augmentation de l'ordre de 2, peut-être plus, peut-être légèrement moins, selon les scénarios de production, par rapport à son prochain objectif post-2020. Pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre pour l'ensemble des bassins géologiques du Québec, eh bien, la diapositive qui est parfaitement illisible, même pour moi, qui est ici en avant, eh bien, en gros, est-ce que j'ai un pointeur ici? Peut-être? Non? Bon, en gros, ça vous donne, dans la colonne à gauche, verte, les bassins. Les bassins connus, le bassin de Massé, dans le Bas-Saint-Laurent, à l'est de Rimouski, le bassin de Bourque, de Galt, de Haldimand, ce sont des noms que vous avez entendus. Les trois derniers étant dans la péninsule gaspésienne, ils sont nommés un peu dans l'ordre de l'ouest vers l'est. Et les chiffres à droite sont exprimés en intensité, c'est-à-dire en tonnes d'émissions par unité de production. Bon, et ils sont basés sur des analogues, qui est la colonne de droite, enfin la troisième colonne. Alors, nonobstant l'incertitude, à nouveau, c'est quand même, ça nous donne une idée d'un ordre de grandeur. Maintenant, pourquoi on ne peut pas les estimer en quantité totale de gaz à effet de serre? C'est qu'il manque un élément important pour le calcul, qui est la production. Alors, on a l'intensité, c'est-à-dire les émissions par tonne de production, mais on n'a pas la production. Et la production, comme ça a été dit en entrée de jeu, cette étude technique a été annulée parce qu'on ne parvient pas à trouver les analogues pour calculer la production à ce jour. Donc, l'intensité fait en sorte qu'il varie de faible à assez élevé. La plus élevée serait pour Galt, je crois. Alors, ça nous permettra, dès qu'on a les données de production, les données mieux ciblées de production qui viennent avec la progression des forages présentement, de pouvoir calculer plus précisément la quantité totale de gaz à effet de serre qui seront émis. La protection de la ressource en eau, vous avez 6 études. Celles qui débutent par la lettre A, à gauche, sont celles qui sont propres à Anticosti. Alors, sur les 6 études, 5 ont porté sur Anticosti et une sur le niveau général. Pourquoi une seule sur le niveau général? C'est que ce travail avait été extrêmement bien fait
pour la question des gaz de schiste dans les basses terres du Saint-Laurent, et les méthodologies avaient été bien développées. Alors, sur Anticosti, on s'est intéressé, enfin, on a demandé à des experts de s'intéresser à l'évaluation des besoins en eau nécessaires pour l'exploitation, encore une fois, selon les scénarios, et détermination des cours d'eau qui ne pourraient fournir les besoins en eau de l'industrie. Le constat est, enfin, je crois que c'est la diapo suivante, là. Il y a une étude qui n'est pas disponible encore, la numéro 10 et la numéro 9, deux études que l'on attend dans le courant du mois de novembre. Alors, le constat, c'est que, évidemment, ça demande beaucoup d'eau. On parle de 37 litres seconde selon les différents scénarios pour alimenter les installations de forage. La réalité, c'est qu'il n'y aurait probablement pas suffisamment d'eau de surface sur l'hydrométrie de surface, sauf pour la rivière Jupiter ou la rivière au Saumon, et pas dans leur partie, la région de tête. Donc, les ressources en eau exploitables, suffisantes pour l'exploitation, pour desservir l'industrie sur Anticosti, sont très faibles. Et là, il y a le danger de la contamination des eaux de surface en cas de déversement. Les mesures d'atténuation, évidemment, il y a eu un règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, qui est un cadre réglementaire qui déjà serait assez contraignant pour ce qui est de l'utilisation des eaux de surface sur Anticosti, devrait faire l'objet d'un calcul et puis d'une autorisation pour chacun des projets. Évidemment, pour ce qui est des contaminations par les eaux usées des forages, il est clair que la recommandation des études, c'est qu'il y ait une usine de traitement sur l'île pour traiter ces eaux usées et que ces eaux usées ne soient pas déversées dans le milieu naturel. La protection de la diversité biologique et de la nature, et à nouveau, il y a 6 études, excuse-moi, 5 ici. On en a oublié une, Georges. Elles sont toutes sur Anticosti, évidemment. La question, elle est présente chez chacun de vous. Anticosti, il y a un petit joyau de diversité, il y a des chevreuils, il y a du saumon, il y a une flore particulière. Donc, c'est un enjeu qui avait son importance. Et on a sollicité des chercheurs de plusieurs universités, surtout un groupe de l'Université Laval qui s'est penché sur les ongulés et les chevreuils. Alors, malheureusement, enfin, les études 18 et 19 sont disponibles. L'étude 4 et 20 ne sont pas disponibles à ce jour, le seront dans le courant du mois. Bon. Est-ce qu'il peut y avoir des impacts sur le saumon? Est-ce qu'il peut y avoir des impacts sur le cerf de Virginie? Évidemment que oui. Et en cas de déversement, les saumons, il y a 54 rivières à saumon, c'est une métapopulation, c'est-à-dire qu'elle s'affecte. Les saumons sont éclectiques, ils vont dans une rivière ou dans une autre selon le choix de shopping d'année après année. Donc, c'est une seule métapopulation, si vous voulez. Donc, c'est une ressource qui est délicate, qu'il faudra protéger. Donc, la clé, c'est évidemment d'éviter qu'il y ait des déversements et de s'assurer que les interventions après déversement sont très rapides et sont le moins dommageables possible. Pour ce qui est du cerf de Virginie, il y a plusieurs mesures de contrôle de la faune. C'est clair que ça va déranger les chevreuils, le bruit et tout. Quoique le cerf de Virginie, selon les études, a une très grande tolérance à la présence humaine, tolère très bien l'agriculture et les développements résidentiels. Évidemment, ça s'accommodera moins bien du bruit ou de la circulation des camions. À ce jour, les cerfs n'ont pas développé de protection pour les collisions contre les camions. Ça va venir, mais ça va prendre plus de temps
la période présente. Donc, les mesures seront des mesures qui seront proposées à l'industrie, qui seraient proposées le cas échéant, d'éviter ou de réduire les exploitations pendant la période d'hiver où la demande énergétique chez les animaux est à son maximum et leur résistance à leur minimum, et de réduire la circulation aux périodes de l'aube et du crépuscule. Enfin, bref, il y a plusieurs mesures de contrôle et de protection de la faune qui ont été appliquées avec succès ailleurs, qui permettent de limiter les impacts. Sur le contrôle des nuisances et des risques induits, sur les 5 études, malheureusement, 3 ne sont pas disponibles à ce jour, quoiqu'on connaît un peu leur contenu. M. Gambazo, qui est en contact avec les chercheurs, savent que c'est très avancé, mais on attend le rapport final. Et 2 ont porté sur la radioactivité. Maintenant, c'est une affaire standard, je vous dis tout de suite, là, il n'y a pas de problème radioactif en Anticosti, mais toute activité qui fait en sorte que l'on bouge le sol, toute activité minière, toute activité qui fait en sorte qu'on remobilise le sous-sol et le sol est naturellement porteur de radioactivité. Donc, dans tous les cas, il faut se préoccuper, les déblais de forage, les bouts de forage, est-ce que ceci peut générer un petit kick, une petite augmentation de la radioactivité? Alors, les études ont montré tout simplement qu'il faudrait établir le background, il faudrait établir le bruit de fond Anticosti et s'assurer que l'on a tous les outils analytiques pour en faire le suivi de manière adéquate. Alors, il n'y a rien de spécial, il n'y a pas de problème de radon, c'est tout simplement la mesure du potassium radioactif et puis des éléments standards, uranium, thorium. Donc, c'est un peu les résultats que l'on a en avance, si vous voulez, c'est les études à venir en novembre. Évidemment, c'est sur les émissions de NOx, de SOx et puis de monoxyde de carbone ou les composés organiques volatiles. On espère avoir des études qui s'en viennent, quelques notions sur au moins l'ordre de grandeur de ces émissions ou le niveau de bruit qui serait associé aux exploitations sur Anticosti. Bon, pour ce qui est de l'enjeu numéro 5, comme je vous dis, auquel la majorité des efforts ont été consacrés, qu'il peut y avoir des déversements, des accidents, et si ça se produit, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a toute une variété d'études. L'étude numéro 12, mise à jour des contaminants susceptibles de se trouver dans les eaux usées de sondage. Évidemment, beaucoup de travail a été fait à l'époque des gaz de schiste, où on a examiné, c'est les fameux adjuvants, les fameux additifs qui sont utilisés dans la fracturation hydraulique. Évidemment, la technologie a évolué. Au moment de lancer l'étude, il y en avait 48 autres qui s'étaient ajoutés à la liste qu'on avait déjà étudiée à l'époque des... Bon, est-ce qu'ils sont toxiques? Est-ce qu'ils sont biodégradables? Est-ce qu'ils sont bioaccumulables? Bon, sur les 48, il y en avait 24 qui étaient sans problème. Un seul est reconnu d'une grande toxicité. Bon, bref, c'est le travail qui a été fait et pour lequel on a l'information. Donc, on sait que sur les produits qui pourraient être utilisés et qui seraient dévoilés par l'industrie, on sait qu'il faudra en suivre au moins un d'une façon particulière, environ 7 autres qui sont bioaccumulables. Bref, on a l'inventaire de ce qui est à suivre. État des connaissances sur la toxicité associée aux méthodes d'intervention non manuelle. Évidemment, ça aussi, c'est une étude qui a été approfondie. En milieu terrestre, vous allez voir, on va arriver au milieu marin. C'est Mme Plourde qui va... Enfin, je ne sais pas si elle viendra, mais c'est elle qui éventuellement répondrait à vos questions sur le milieu marin. Mais en milieu terrestre, évidemment, ou sur la zone littorale, quand on dit une méthode non manuelle, évidemment, si vous avez un déversement, la première chose que vous allez faire, c'est de prendre votre pelle puis de ramasser le mazout ou le pétrole, ou ramasser les boules. Mais les méthodes non manuelles, c'est les méthodes dans lesquelles on utilise un dispersant, un désémulsifiant,
quelque chose qui va aider le pétrole à sédimenter, qui va le photo-oxyder. Est-ce que ces méthodes elles-mêmes engendrent des problèmes? Est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce qu'elles en créent d'autres? Donc, il y a une revue de littérature importante qui a été faite dans le cadre de cette étude, qui regarde aussi la réglementation et les capacités d'intervention dans ce domaine. État de la situation des mesures, la 15, les mesures d'urgence environnementale au Québec, le cas du milieu terrestre, évidemment. Est-ce qu'on a la capacité d'intervention? En partie, mais il faut l'améliorer. Et ça, c'est assez clairement ciblé dans les recommandations de l'étude. Bon, il faut l'améliorer. Et il faut faire de la formation, il faut faire de l'équipement. La 22, l'altération des hydrocarbures pétroliers en milieu aquatique, eau douce et salée, notamment en période de glace. Et l'identification des outils de criminalistique. Lorsque vous avez un déversement de pétrole, qui dit pétrole? Vous avez, ça s'est produit dans le cas du lac Mégantic. Je me souviens de la quantité d'entrevues qu'on a dû donner à cette époque-là. Pétrole et pétrole, c'est pas pareil. Là, il y a plusieurs sortes de pétrole. Et une des caractéristiques du pétrole, c'est son poids moléculaire. Alors, le nombre d'atomes de carbone qu'il y a dans chaque chaîne qui qualifie les hydrocarbures qui constituent l'assemblage. Là-dedans, il y a des produits d'hydrocarbures qui contiennent seulement 6 carbones. Dans la chaîne, ce sont des hydrocarbures très légers, ont tendance à s'évaporer. Ils créent moins de problèmes, mais vous en avez jusqu'à 50 poids moléculaires des C50. Ils sont compliqués. Alors, une des choses qui a été reconnue dans cette étude, c'est qu'on doit se doter de capacités analytiques, ce qu'on n'a pas en ce moment au Québec. Hein, parce qu'on peut faire au Québec caractériser l'hydrocarbure ou la quantité d'hydrocarbures dans un déversement en faisant une seule analyse pour la totale des hydrocarbures de C10 à C50. Maintenant, on a besoin de faire du C6, C10, C10, C16, C16, C30, C30, C50, pour être sûr d'avoir une intervention efficace, savoir quoi utiliser, comment intervenir, à quelle vitesse, qu'est-ce qui va s'évaporer, qu'est-ce qui va sédimenter. Donc, ces études ont permis de faire ces constats. Pour les systèmes côtiers nordiques, état des situations d'urgence environnementale au Québec, milieu marin, c'est la même question. Là, évidemment, on touche à la collaboration avec les provinces limitrophes, avec la garde côtière canadienne. Donc, on parle des efforts coordonnés d'intervention. Et puis, le devenir chimique des mélanges d'hydrocarbures, agents chimiques de traitement. La question a été posée dans le cas du golfe du Mexique. Quand on met des dispersants, est-ce qu'on crée un problème davantage qu'une solution? Et en milieu froid, comme dans le golfe du Saint-Laurent, ben, comment on va faire ça? Alors, la question a été étudiée. Et il y a un arbre de décision qui a été proposé dans cette étude qui permettrait, évidemment, si on met tout en place, et non pas de tout sauver, mais au moins d'intervenir de façon efficace. Sur les capacités potentielles de dégradation des hydrocarbures dans l'estuaire, et incluant en période de glace, là, l'étude a montré une grande lacune, c'est-à-dire que c'est une lacune de connaissance. C'est que les hydrocarbures sont biodégradables. Ils sont biodégradables, mais vous devez avoir la bonne faune, les bons, comment dire, là, carbonophages. Et ça, on ne connaît pas la faune de l'estuaire du Saint-Laurent qui est en mesure de bouffer du pétrole, littéralement, qui est ultimement la façon la plus efficace d'en venir à bout. Hein, la biodégradation et le fait que ça devienne un aliment pour la faune. Et enfin, l'étude qui avait été ajoutée sur les bitumes dilués, peut-être qu'on en parlera dans le chantier technique, on s'appelle les DILBIT aussi, c'est que le pétrole en transport par pipeline présente des viscosités qui ne sont pas optimales et conséquemment, on doit contrôler la viscosité pendant le transport et à cette fin, on va y ajouter... J'ai 2 minutes, Madame Roy.
On doit y ajouter des diluants, des contrôles de viscosité, mais sans ces diluants, en cas de déversement, on peut se pencher sur les hydrocarbures, mais le diluant lui-même, est-ce qu'il peut avoir un effet? Est-ce qu'on est capable de s'en débarrasser? Donc, cette étude a fait le tour de la question. Il pose des problèmes qui sont différents, mais que l'on doit traiter de la même façon. Alors, bon, voilà, donc, le constat de ces études, c'est qu'il y a beaucoup d'études complémentaires à faire. Il y a des travaux plus précis, notamment en particulier sur les faunes bactériennes marines du Québec. Et il y a au-delà des encadrements réglementaires qui ont déjà été faits là, sur les sols contaminés, puis le stockage, les centres de transfert. Évidemment, il y a déjà toute une réglementation très élaborée au Québec là-dessus. Mais il faudra en ajouter spécifiques sur les moyens d'intervention pour les déversements d'hydrocarbures. Je crois que c'est tout. Sur l'intervention en milieu marin, comme je vous dis, là, il manque de l'information. Il y a une étude qui était très intéressante. Je sais que vous allez poser la question. Évidemment, les chercheurs qui étaient des chercheurs de l'Institut des sciences de la mer sont allés examiner qu'est-ce qui s'est... Le cas le plus analogue à un déversement dans l'estuaire ou dans le golfe du Saint-Laurent, c'est l'accident de l'Exxon Valdez. Et fort heureusement, on a des années et des années de suivi post-déversement de l'Exxon Valdez. Donc, ils se sont appuyés beaucoup sur le cas de l'Exxon Valdez pour voir d'abord les erreurs qui ont été commises, ensuite les effets à plus long terme, et qui est un bon modèle. Ils ont étudié beaucoup d'autres, le Arrow, le Amoco Cadiz. Donc, ils se sont appuyés sur beaucoup de cas d'espèces de déversement en milieu marin, dont un plus comparable, celui en Alaska. Alors, je vous remercie. Ça complète la présentation sur l'environnement. Je crois que ça va. Ouais, voilà. Très bien. Merci beaucoup, M. Bouchard. Vous avez laissé 33 secondes sur la table. Alors, merci beaucoup. Donc, maintenant, on va passer à notre première période de questions. Il y a 3 micros. Monsieur Bouchard, peut-être vous pourriez aller vous installer à la table là-bas. Alors, il y a un micro au centre, il y a un micro ici à ma gauche, puis il y en a un autre ici à l'extrême droite. J'inviterai ceux qui veulent poser des questions à s'avancer au micro. On me dit qu'il y a 200 personnes qui ont visité le site là, et qu'il y en a une vingtaine au moins qui sont en ligne. Pour l'instant, on va voir s'il y a des questions qui viennent peut-être dans quelques minutes de notre site Internet. Alors, donc, est-ce que j'ai des questions dans la salle? Il va falloir vous dégeler un petit peu ce matin. Oui. Allez, monsieur, vous voulez bien vous identifier, s'il vous plaît? Oui, Sylvain Chambaud, Coalition Saint-Laurent. Oui. Outre le fait que bon, les délais sont absolument époustouflants, pour ne pas dire plus, il y a quelque chose qui nous chicote beaucoup, c'est que depuis 3-4 jours, on est une équipe qui passe en revue les études elles-mêmes, les documents de synthèse, le long, le court. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on offre au public un document de synthèse court, un document de synthèse long, mais beaucoup de choses extrêmement importantes dans les études ne se retrouvent pas dans ces documents de synthèse. Beaucoup de choses extrêmement importantes dans l'ES de Genevard qui est porté sur le Golfe ne se retrouvent pas. Donc, les gens, le public moyen qui va prendre le document de synthèse a seulement une vision très, très partielle plutôt de la problématique. Et c'est ça qui nous fait craindre un peu qu'on offre au public un document qui ne fait pas le tour de la question, qui présente une synthèse des quelques études extrêmement pointues qui ont été faites cet été. Donc ça, c'est un premier commentaire. Vous voulez nous donner un exemple ou deux de ce que vous dites? Quels sont les éléments que vous trouvez très importants qui se retrouvent dans les études et qui, par ailleurs, n'ont pas été récupérés dans les documents synthèse, qu'ils soient courts ou longs? Bon,
Quelques exemples. Oui. Par exemple, Genevard traçait un portrait de toutes les lacunes de connaissances dans le Golfe, un portrait extrêmement détaillé. On a comblé certaines de ces lacunes-là, entre autres sur les dispersants chimiques, entre autres sur la décomposition bactérienne en milieu froid. Mais il y a beaucoup d'autres connaissances, par exemple les patrons de dispersion des polluants à la surface du Golfe, on ne touche pas. Par exemple, au niveau des migrations de mammifères marins, de poissons de potence économique qui passeraient au-dessus d'Old Harry, on ne touche pas à ça. Donc, je pourrais continuer, il y a beaucoup de choses comme ça. Qui sont identifiés dans l'étude de Genevard. C'est Oui, ça que vous dites? oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Quelques exemples aussi, rapidement. Genevard mentionnait, quand on fait des levées sismiques en milieu marin, il y a des problèmes au niveau des poissons, des mammifères marins, tout le monde sait ça. Il y a des pratiques canadiennes pour bien faire ces relevés-là. D'accord? Genevard, en consultation avec les spécialistes, a une recommandation où il faut revoir de fond en comble ces pratiques-là parce qu'elles ne sont plus adéquates, elles ne reflètent plus les connaissances actuelles scientifiques. Vous avez fait un bilan des connaissances qui est sorti au mois de mars, je crois, et ce bilan des connaissances reprend cette chose-là. Les pratiques sismiques ne sont pas adéquates, il faut les revoir. Dans les études actuelles qui ont été réalisées cet été, il y en a une sur les bonnes pratiques pour les levées sismiques, qui a été réalisée par 2 géologues de l'Université Laval, qui ont, à mon sens, aucune connaissance de biologie. Ces 2 géologues-là concluent les pratiques canadiennes en milieu sismique sont tout à fait adéquates. Et ça, c'est les mots qui sont utilisés. Donc, on balaie les commentaires que Genevard avait faits et on dit « Ah, là, c'est tout à fait adéquat. » Et dans votre synthèse, on retrouve ces mots-là. Les pratiques canadiennes sont tout à fait adéquates au niveau sismique. Là, je vois ce que vous voulez dire. Vous vouliez enchaîner sur autre chose? L'autre point aussi, c'est qu'il y a un principe que tout le monde connaît ici, c'est « garbage in, garbage out ». Ce qu'on met dans un modèle influence la sortie du modèle. Il y a une étude qui a été très, très citée dans les journaux la semaine dernière, c'est celle qui a été réalisée sur Anticosti, sur tout le niveau financier, tous les profits que la province pourra en faire, tous les profits, tout l'argent qui pourra en découler. Cette étude-là a été réalisée par le ministère des Finances du Québec. À mon sens, c'est un peu un conflit d'intérêts. Deuxièmement, cette étude-là n'est pas signée. On n'a aucune idée qui sont les gens qui ont réalisé l'étude. Et on se base sur un analogue en Ohio qui est à 1600 km du Québec pour dire qu'il y a 77 de gaz de schiste sur Anticosti. Et tantôt, on nous a dit « Ah, on n'a pas d'analogue pour les bassins géologiques du Québec. » À qui doit-on se fier? Et à partir de cet analogue qui est en Ohio, des conditions très différentes d'Anticosti, et pourtant les études dans le passé, les études de Sproul qui s'étaient penchées là-dessus, n'avaient pas détecté de gaz de schiste du tout. Donc, on nage un petit peu dans... Pour ce qui est des études économiques, peut-être qu'on pourrait y revenir cet après-midi. Hein? Puis vous allez avoir... M. Audet n'est pas encore arrivé, je pense. Hein? Les gens des ministères des Finances aussi seront là. Alors, j'espère que vous allez être avec nous après-midi là-dessus. Par contre, M. Bouchard, est-ce que vous, par rapport à ce que monsieur vient de dire, là, sur les éléments qui ont été récupérés dans les documents de consultation, synthèse, VS, ce qui était contenu, entre autres, dans l'étude de Genevard, mais peut-être autre chose, auriez-vous une réponse à donner ou un commentaire à passer là-dessus? Avant d'aller à ça, sur la question des analogues géologiques, peut-être que mon collègue, M. Dussault, pourra dire quelques mots là-dessus. Moi, je connais les géologues qui ont fait le travail. Il y a analogue et analogue. C'est-à-dire qu'on peut définir un contexte géologique, on peut définir la nature, la fluctuation, on peut estimer la porosité, mais tous les gens d'expérience vous diront qu'un champ pétrolier versus un autre, la productivité, c'est difficile à prévoir. Alors, c'est des best approximations qui sont faits. Donc, il y a une gamme d'analogues pour chacun des contextes géologiques du Québec. Est-ce que c'est suffisant pour chacun de prévoir un total de production? Moi, je ne le pense pas. En tout cas, les experts nous disent que non. Moi, je ne suis pas expert, mais peut-être M. Dussault pourra en dire quelques mots. M. Dussault, c'est notre prochain intervenant, notre prochain expert.
Madame Plourde, voulez-vous ajouter quelque chose, vous? Oui, bien, je comprends bien votre préoccupation par rapport à l'impact potentiel que certaines personnes utilisent seulement les très courtes synthèses comme étant un document de référence sur lequel établir leur position. Juste rappeler que, bon, un article synthèse limite le nombre de pages qu'on peut faire. Alors, c'est très important, puis je pense que ça a été mentionné ce matin, que le document invite à poursuivre l'analyse des résultats présentés dans les études spécifiques. Effectivement, il y a beaucoup d'études, ça peut être assez demandant, mais j'imagine que les gens peuvent cibler leur domaine d'intérêt. L'autre point important, c'est que le travail enclenché en mai dernier ne visait pas à refaire ce qui avait été fait dans le cadre des EES précédentes. Alors, c'est important de garder la connexion. Et ce qu'on visait à faire, c'est de compléter les revues littérature ou acquisition de connaissances là, sur les items qui méritaient peut-être un petit peu plus d'attention et qui répondaient aussi aux préoccupations des gens rencontrés lors des consultations au mois de janvier. Alors, c'est important de garder la perspective que c'est un tout et qu'il faut aller chercher le détail dans les études plus approfondies. Merci beaucoup, monsieur. J'ai quelqu'un d'autre qui veut. Voulez-vous vous avancer, monsieur? Oui. David Lefebvre de l'Association pétrolière et gazière du Québec. Bon, on sait évidemment que le Québec ne produit pas les hydrocarbures qu'il consomme actuellement. Et je voulais savoir justement une question par rapport aux émissions de gaz à effet de serre dans les études qui ont été présentées. L'Intergovernmental Panel on Climate Change, l'IPCC, a mentionné que les fuites de carbone étaient très importantes au niveau de la production, c'est-à-dire les fuites, c'est le fait qu'on ne produit pas localement, qu'on importe nos hydrocarbures. Bien évidemment, il y a des émissions carboniques qui sont faites par les pays, les provinces ou les États américains qui sont producteurs. Et évidemment, ça, c'est relié à la consommation québécoise, auquel il faut évidemment rajouter le transport. Et on se demandait si, dans le cadre du réchauffement climatique, si vous aviez étudié les impacts favorables de la production locale, justement sur la question de l'émission des gaz à effet de serre, le fait que, évidemment, le fait de produire localement réduit les distances de transport et permet aussi de le faire selon vraiment les meilleures pratiques, alors que la production qu'on importe n'est pas toujours faite dans des conditions optimales dans des pays sur lesquels on n'a aucun contrôle face à leur régulation environnementale. Monsieur Bouchard. Oui, vous êtes au niveau 1. Nos études ont été au niveau 3. C'est-à-dire que les études que j'ai mentionnées dans le chantier environnement sont des études qui concernent le cycle de vie de l'exploitation sur place. La quantité de gaz à effet de serre liée à l'exploration, à l'exploitation, comme on dit là, du réservoir jusqu'au client. Point. Alors, les études comparatives dont vous parlez, peut-être que M. Charland, au ministère de l'Énergie, peut-être qu'elles ont été faites, mais ce ne sont pas des études qui ont été faites au niveau du chantier environnement. C'est le genre d'études comparatives. Elles sont à venir, semble-t-il. Ce sont des études à venir. C'est ça que vous avez dit, M. Charland? Oui. Bon. Monsieur, est-ce que vous voulez intervenir? Là-bas? Non? Non, ça va. Est-ce que j'ai d'autres questions? Bon, moi, j'en ai peut-être une pour vous, M. Bouchard. Tantôt, vous avez mentionné qu'en ce qui concernait la capacité là, de fournir en eau l'exploration et l'exploitation de la filière sur Anticosti, il fallait se référer au bassin de la rivière au Saumon puis au bassin de la rivière Jupiter. Est-ce que si on allait là, on mettrait d'une façon ou d'une autre en cause là, je veux savoir si les études ont répondu là-dessus. Là. Au fond, c'est deux bassins versants importants pour la ressource saumon au Québec. Globalement parlant, ils se situent, si j'ai bien lu dans vos études, ils fournissent une bonne partie de la ressource saumon au Québec. Alors, si on allait de ce côté-là, est-ce que, pour s'approvisionner en eau, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur une ressource qui est produite en importance par ces deux bassins versants-là, quand on regarde là, la portion de cette ressource-là qui est assumée par ces deux bassins-là, la portion de la ressource québécoise? La réponse brève, c'est non. Non. Ça n'aurait pas d'effet sur le saumon, parce que la question qui est posée dans ce genre d'études, dans le détail, c'est quelle est la quantité ou quels sont les bassins qui pourraient fournir la demande sans affecter l'écosystème?
Sans affecter l'écosystème. Et un des critères qui est retenu, c'est, M. Cambazo pourra me corriger, d'ailleurs c'est lui un des experts sur le domaine, c'est un pourcentage, 15% à l'étiage doit demeurer intact. L'étiage étant le débit le plus bas de la rivière pendant l'année. Donc, si on ne descend pas ou si on n'atteint jamais de façon à faire une ponction qui excède ou qui amènerait de descendre en bas de 15% de l'étiage, ça n'affecte pas l'écosystème. Et ça, c'est le cut-off. On ne peut pas descendre là. À ce moment-là, la rivière ne peut pas être utilisée. Alors, quand vous dites que c'est très faible, la capacité de ces bassins-là de fournir de l'eau, comment est-ce qu'il faut l'interpréter? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra trouver de l'eau alternative. Ailleurs. Ou utiliser autre chose que l'eau. Oui, parce que Madame les techniques, ça peut être l'eau salée. Ah. Ou ça peut être, parmi les techniques, ça peut être du propane, ça peut être d'autres substances avec une certaine fluidité. Voilà. Mm-hmm. Vous avez quelque chose à rajouter, Mme Plourde? Non. Sur la qualité de l'air, à un moment donné, je pense, dans les études, parler de la génération de NOx, en quelque part. Ça, c'est l'étude qui concerne l'ensemble du Québec, hein, qui dit, d'après ce que j'ai lu, là, que s'il y avait développement à grande échelle de la filière, il y aurait un impact important sur le bilan des émissions de NOx, qui est un précurseur de formation de smog. C'est une étude qui doit porter sur Anticosti seulement, qui concerne sur Anticosti seulement. Oui, le cycle de vie de production. Les NOx, le CO, est associé évidemment à la combustion, au camionnage, générateur, bref. Il n'y a pas que la fracturation là, qui est à considérer. Hein. Il y a toute l'activité industrielle ou semi-industrielle qui accompagne le développement. D'accord. Ce sont ces calculs-là qui sont effectués. D'accord. Alors, monsieur, je pense que vous allez être le dernier à intervenir dans notre période de questions sur les enjeux environnementaux. Pour l'instant, du moins. Allez-y. Merci. Encore une fois, Sylvain Chambault, Coalition Saint-Laurent. J'aimerais revenir sur le processus lui-même de l'ES. Et si les délais sont courts, tout le monde en convient. Il y a toujours 19 études ce matin qui ne sont pas disponibles. Les gens ont à se prononcer sur des documents qui ne sont pas complets. Entre autres, une étude sur l'acceptabilité sociale qui n'est toujours pas disponible. Ça, c'est une lacune majeure. Et aussi, on a comparé avec les délais normaux au BAP. Au BAP, on a 45 jours de période d'information avant le déclenchement officiel d'un BAP où on a un mois. Donc, au total, on a plus de 2 mois pour un BAP normal. Ici, il faut présenter nos mémoires dans 8 jours si on veut présenter à Montréal le 16 novembre. Je compare avec 2 ES majeures qui ont été faites récemment, celle de Genevard sur le Golfe, une ES qui a duré 3 ans. On a commenté le rapport préliminaire, une consultation de l'échelle du Québec pour le rapport préliminaire, et après, on a pu commenter le rapport final. Terre-Neuve a fait une ES sur leur partie du Golfe, fait des consultations partout autour du Golfe, incluant le Québec, du Prince-Édouard et compagnie. On a pu commenter leur rapport préliminaire, trouver des lacunes, des erreurs, et après, on a pu commenter le rapport final, une ES qui s'est étendue sur près de 2 ans. Donc, les délais qu'on a aujourd'hui pour un enjeu majeur qui couvre au moins 5 grandes filières, Anticosti, Aldeman, les gaz de schiste, le Golfe, c'est beaucoup de filières en très, très peu de temps. Et bon, je ne sais pas quoi ajouter, mais c'est extrêmement difficile pour tout le monde de s'y retrouver dans cette... Est-ce que M. Bégin peut répondre sur la démarche? M. Nicolas, c'est ça qu'on a dit, qu'il y avait quelqu'un qui pouvait répondre sur les questions de démarche gouvernementale? Oui, ici. Il est là, allez. En fait, pour répondre à la question pour la démarche, excusez-moi, je suis un petit peu grippé. Dans le fond, aujourd'hui, on est conscient que le délai est quand même assez court là, pour le temps de préparation entre le moment où les consultations ont été annoncées, les dates, et le début des consultations publiques qui vont s'amorcer le 16. Mais au fond, c'est le but aujourd'hui de la séance d'information, c'est justement de permettre d'accélérer un petit peu cette préparation-là. C'est de donner de l'information justement pour que vous puissiez mieux vous préparer plus rapidement
à la tenue de ces consultations-là qui débuteront le 16. D'accord. Alors, il n'y a pas de plan B ou de position de repli, là, si jamais c'était vraiment... c'est vrai que c'est très serré. Est-ce que, là, les consultations vont commencer le 16 et puis il n'y a plus de possibilité pour les gens de revenir après le 16 dans le pour plan de match initial, en rajouter un peu? lorsqu'on a lancé le plan d'action gouvernemental sur les hydrocarbures en mai 2014, il était déjà à ce moment-là annoncé que les différentes études allaient être disponibles à l'automne 2015 et qu'ensuite il y aurait une consultation et qu'ensuite il y aurait un dépôt du rapport. Donc nous, on suit le plan de match qu'on s'est donné. Évidemment, on est conscient qu'un mois, c'est pas extrêmement long, mais c'est quand même un temps appréciable pour se préparer en vue des consultations. Et c'est pour la raison pour laquelle aujourd'hui, on tient également une séance d'information pour que les gens puissent être en mesure de se préparer là, quand même relativement rapidement dans les délais qui leur sont offerts. Bon, alors, voilà la réponse. J'attire votre attention par ailleurs sur le document de consultation synthèse qui relève certaines questions. Et je pense que ça donne aussi un peu le ton de ce qui est recherché jusqu'à un certain point alors par la consultation publique. Et dans le cas de l'environnement, les questions sont quels sont les impacts potentiels les plus importants à prendre en cause? Est-ce qu'ils ont été bien couverts dans le cadre des évaluations environnementales stratégiques? Quelles sont les mesures d'atténuation visant à limiter les impacts environnementaux? Est-ce qu'elles vous apparaissent incontournables? Comment voyez-vous la restauration des sites une fois l'exploitation terminée? Alors, évidemment, dans un contexte où c'est très, très court, s'il y a des choix à faire, il y a toujours la possibilité d'essayer de cibler les interventions que les citoyens vont faire et de les faire de manière très forte. Bon, ben alors, merci infiniment, messieurs, Madame Plourde et Monsieur Bouchard, pour votre intervention.